Coucou, on se retrouve, nous sommes mercredi 20 décembre, il est genre 14 h et j'introduis seulement puisque comme tous les mercredis, j'ai été très occupée toute la matinée. Voilà, je n'ai pas commencé le montage du vlog de ce soir. Voilà, ça va encore être un petit peu sportif. Donc ça, c'est un des rouges à lèvres que Pénélope m'a offert hier, qui est absolument magnifique. Et surtout, j'adore ces rouges à lèvres parce qu'ils ont une tenue incroyable. Il est vraiment trop trop beau. J'adore. Vraiment, avec... je sais pas si vous verrez. Il est un peu... je suis désolée si vous voyez mon nez tout abîmé, mais voilà, je suis malade. Il est un peu... il a un peu des sous-teintes bordeaux et marron, et bref, oh, j'en sais rien. En tout cas, il est beau. C'est tout ce qu'on retiendra de ça. Donc ça, c'est le premier. Et j'essaierai l'autre demain. Donc, je vais ouvrir le calendrier de l'Avent parce que je ne suis pas en avance et que j'aimerais faire un petit peu mon bilan du pumpkin. Donc c'est parti, on y va. Alors, vin. Pour protéger du danger, me dit-elle. Et donc le vin est ici. Quel est ce bruit? Je suis toujours aussi sourde, donc c'est très compliqué pour moi de vivre en ce moment. Je n'entends pas quand on me parle, je ne capte pas les bruits qui sont autour de moi, ou en tout cas ça fait des gros trucs flous. C'est pas foufou. Ah, oh, oh, mais ne serait-ce pas une magnifique pochette à livres gigantesque? Donc ça vient de la petite fabrique des Frangines. Voilà. C'est absolument magnifique. Oh, c'est trop joli. Donc on a la pochette comme ceci qui est doublée, qui a une petite étiquette, c'est trop choupinou. Et il y a un lien comme ça pour la fermer. C'est très joli, ça change, j'en ai rarement vu des comme ça. Et je suis absolument fan du motif, je le trouve sublime. J'adore ces couleurs, j'adore ce motif. Je sais pas ce que c'est comme fleur, je suis pas sûre que ce soit des fleurs qui existent, mais c'est très très beau, j'aime beaucoup beaucoup. Et je n'ai pas de pochette grand format, donc c'est absolument parfait. On va essayer. Qu'est-ce que j'ai comme livre? Pas forcément très très grand, mais il est assez large, donc... Hop! Franchement, c'est... Oh, c'est dans l'autre sens. C'est absolument merveilleux, n'est-ce pas? Je trouve ça incroyable. Oh, c'est trop joli, avec les petites perles et tout. C'est trop beau. Voilà, donc vous savez ce que je vais prendre avec moi à la piscine pour lire. Merci beaucoup Pénélope. Très très bon choix, très joli. Et puis en plus, grâce à toi, je découvre plein de shops. Et ça me réjouit aussi, parce que j'adore découvrir des shops. Donc je suis très contente, je vais mettre ça dans mon sac. Et comme ça, effectivement, ça protégera mon pauvre livre du danger, à savoir moi en fait, concrètement. Bref, sinon, alors, je suis désolée, je vais pas m'étendre parce que toujours compliqué de parler, toujours douloureux quand je parle, mais en même temps, il faut que je fasse des choses parce que sinon je ne vais plus rien faire de ma vie. Je suis allée récupérer ça en librairie, finalement j'ai pris le pack collector parce que c'était trop onéreux le collector, même s'il est magnifique et que j'ai très envie d'avoir. Il faut faire des choix quand on est en décembre et m'acheter un collector n'était pas dans les priorités, donc j'ai pris le normal et puis éventuellement plus tard, bah écoutez, nous verrons bien, c'est pas grave. Et j'ai reçu mon livre de la Fairyloot et ça a l'air très très chouette puisque a priori on est sur de la fantaisie avec des personnages noirs et vu qu'il y a ce motif de baobab, j'ai bon espoir que ça soit du coup pas d'inspiration aussi occidentale et ça c'est très très chouette et il est très très beau et ça, alors il y a une histoire de faille mais c'est de la littérature adulte donc je ne sais pas ce que ça va donner. Je suis franchement curieuse. Hein. Je n'ai pas du tout attaqué Sorcière de Mona Chollet puisque je l'ai pioché hier soir et j'ai pas du tout le temps. Donc c'est pas... en plus c'est pas franchement ma priorité. J'aimerais bien en fait, pour tout vous dire, avancer Emblème au max. Donc le livre, le SP que j'ai sorti hier. Et puis... et j'aimerais bien terminer le Chant des Cavalières sur liseuse parce qu'il traîne depuis trop longtemps. Il me reste que 50 pages donc je ne sais pas. Ce que je vais avancer ces deux là et je pense qu'ensuite j'attaquerai Sorcière tout en sachant que comme c'est un essai je peux parfaitement le caler entre voilà de la fiction, ça passe très très bien mais j'aimerais bien avancer un peu Emblème d'abord, au moins atteindre les 100 pages et après attaquer Sorcière histoire de me plonger à fond et de pas m'éparpiller sur voilà, la mise en place en fait de l'univers etc. Donc c'est ce que je vais faire. Et hier soir, j'ai avancé donc le Chant des Cavalières, j'ai lu 2-3 chapitres. Les chapitres sont relativement longs, j'ai l'impression. Peut-être pas, peut-être que c'est juste l'effet liseuse parce que vous tournez plein de pages et que ça fait pas toujours une page. Mais ça m'a semblé assez long, mais bon, voilà, je ne sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup le Chant des Cavalières. Sincèrement, c'est un livre qui est très particulier parce que pendant un gros moment de l'histoire,
on voit pas les enjeux en fait. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas vu les enjeux, j'ai pas compris les enjeux, mais j'aimais l'univers, j'aimais ce qui était pensé, j'aimais cette matriarchie, comment ça fonctionnait, et voir les relations et comment s'imbriquer un petit peu les différents, parce qu'il y a différentes régions avec différentes matriarches. Et surtout, j'ai bien aimé Enfin, j'ai aussi beaucoup aimé les dragons, qui sont pas des dragons comme on l'entend, qui sont des dragons à plumes, un peu des oiseaux, un petit peu comme des griffons, quoi. Et bref, enfin, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, à partir de, je dirais, la moitié, il y a des enjeux qui commencent à se mettre en place. Et du coup, la fin va assez vite. Mais en même temps, ça m'a pas dérangé. C'est une lecture que j'aime beaucoup. Je pense qu'objectivement, elle a des défauts. Mais moi, j'accroche totalement. Et j'aime beaucoup la plume de l'autrice, qui est relativement élevée et complexe. J'ai vu dans des avis lecture que c'était trop complexe enfin que ça valait pas le coup que ce soit aussi complexe, que c'était trop tiré par les cheveux et tout. Mais moi ça me dérange pas, j'aime bien en fait. Et j'aimais encore plus quand je l'écoutais parce que je trouvais qu'à l'oreille ça passait très bien. Mais bon voilà, je vous en reparlerai, je vous referai un résumé et voilà tout ça plus tard parce que là j'ai pas la foi, je dois aussi vous reparler de Qui a peur de la mort, évidemment, mais pareil, donc j'essaierai vraiment de faire ce soir Qui a peur de la mort pour conclure sur cette lecture. Mais nous n'allons pas plus traîner parce que nous avons un bilan à faire et que ça va prendre au bas mot, je pense, 25 minutes. Donc on y va, on enchaîne avec mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge 2023. Vous ne m'en voudrez pas, je n'ai pas le courage de ressortir tous les livres puisque j'avais déjà filmé ce bilan et que j'ai perdu le rush. Donc je ferai les inserts par ici et ça ira, vous verrez de quoi je parle je pense. Nous allons tout de suite attaquer avec le premier tableau qui était Automne frissonnant, comme tous les ans, un classique, et la première sous-catégorie qui s'intitulait Viens flotter avec nous, où il fallait lire des livres ou regarder des séries, enfin voilà, moi j'ai lu mais soit, qui étaient soit d'horreur, soit des thrillers, avec des clowns, de l'épouvante fantastique, avec du rouge. Il y avait pas mal de choses, tout comme Pénélope l'a fait aussi, je crois. Je crois qu'elle l'a inclus, je me souviens plus, mais je crois qu'elle l'a inclus dans son bilan du Pumpkin, ou en tout cas elle l'a mis dans son Cocorico. Nous avons lu en lecture commune, donc avec l'Explora-livre Rouge de Pascaline Nolo, qui est un livre que j'avais beaucoup aimé, malgré quelques défauts, selon moi et selon mes goûts. C'est-à-dire que c'est un livre qui, en fait, est une espèce de réécriture du Petit Chaperon Rouge, où une jeune fille est marquée, enfin elle a un injure en fait sur le visage, donc rouge, et du coup elle est considérée comme l'enfant du diable, enfin voilà, un enfant démoniaque, etc. est rejetée par son village, et il se trouve que depuis sa naissance, plus ou moins, une sorcière s'est installée dans la forêt à côté, et elle exige que toutes les jeunes filles qui ont leurs premières règles lui soient envoyées, et on ne les revoit jamais. Donc quand Rouge a ses premières règles, on la jette sans ménagement dans la forêt, et plein de choses vont en découler, beaucoup de choses, que ce soit des choses qui vont lui arriver comme des découvertes sur son passé et notamment sa mère. C'était hyper intéressant en termes de thématiques, ça abordait plein de choses, ça parlait beaucoup évidemment de respect, de consentement, de violence, d'agression, enfin en fait beaucoup de thématiques qui sont importantes à l'adolescence parce que c'est des choses qu'il faut savoir et qu'il faut connaître et auxquelles c'est bien d'être confronté aussi. Ceci étant dit, ce que j'avais un peu moins aimé, c'est que j'avais trouvé que finalement l'ouvrage aurait gagné, à mon sens, encore une fois c'est très personnel, aurait gagné à ne pas avoir de système de magie dans la mesure où j'ai trouvé que la magie rendait les choses soit brouillon, soit trop facile et que en fait l'ambiance historique médiévale se suffisait à elle-même et n'avait pas besoin de magie supplémentaire. J'ai beaucoup aimé en fait tout ce qui était voilà le côté très médiéval avec les croyances, la religion, etc. Le pouvoir justement des mythes et de ce qu'on croit être de la magie alors que ça n'en est pas forcément. Bref, c'est une lecture que j'avais quand même beaucoup aimée, malgré ces petits points un peu moins bons selon moi. Ça reste intéressant, c'est aussi très très violent, je vous le dis, c'est plein de trigger warning, donc peut-être si vous voulez le faire lire à un ado, renseignez-vous avant ou lisez-le vous-même avant parce que c'est quand même assez dur. La deuxième sous-catégorie, c'était l'enfer des backrooms avec comme mots-clés dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légende urbaine et mystère. Je n'ai pas lu les livres que j'avais prévu de lire dans cette sous-catégorie. En revanche, j'ai lu Puzzle de Franck Tillier, dont je vous ai parlé de manière assez détaillée au cours de ma lecture, puisque j'ai fait un vlog dédié, donc je vous remettrai ça en barre d'infos. Sachez juste qu'on est sur un thriller avec pas mal de choses qui vont se mélanger et une histoire de jeu un peu secret grandeur nature et de meurtre et d'hôpital psychiatrique désaffecté. Enfin voilà, on est dans l'ambiance parfaite du thriller. J'avais trouvé que la lecture était sympathique, que ça faisait le job sur le moment, mais c'est pas une lecture qui restera impérissable pour moi, très concrètement. La troisième sous-catégorie, c'était Perfectly Splendid, avec pour mots-clés fantôme, famille, manoir, possession, gothique, drame. Moi, ici, j'ai choisi de caser la lecture du Roi en jaune de Robert Chambers, enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais prévu de lire et je l'ai lu.
donc Le Roi en jaune, qui fonctionne bien pour le côté gothique, le côté possession, le côté voilà un peu glauque, qui aurait très bien pu fonctionner aussi dans la première sous-catégorie. Mais écoutez, je l'ai mis ici, je l'ai mis ici, il n'y a pas forcément ce côté famille, etc. Bon, ça passe quand même, je pense. Le Roi en jaune, c'est un recueil de plusieurs nouvelles qui vont tourner autour de la pièce de théâtre Le Roi en jaune, qui est une pièce fictive, et en fait chaque nouvelle va avoir pour point commun cette fameuse pièce de théâtre qui en fait rend les gens qui la lisent fous et qui les rend paranoïaques, et enfin voilà. Et c'était assez intéressant, si on fait abstraction encore une fois du sexisme et du racisme sous-jacent dans certaines nouvelles plus que d'autres, mais quand même les personnages féminins sont très transparents. Toujours est-il que c'était assez intéressant si on le voit comme une lecture aux origines de Lovecraft, déjà pour commencer, et puis si on a envie un petit peu de voir les débuts de ce genre. C'était plutôt pas mal fait en fait. Le seul finalement gros défaut, à part ce que j'ai cité précédemment, c'est que je trouvais que l'auteur n'arrivait pas à communiquer les émotions. En tout cas moi en tant que lectrice, je n'avais pas peur, je n'étais pas inquiète. J'étais admirative du style, de la manière dont il a amené les choses, de la manière dont il avait construit ses nouvelles, mais ça m'a pas communiqué les angoisses et les peurs des personnages, donc c'est un petit peu dommage. Mais voilà, donc je ne sais pas, à vous de voir si ça peut vous intéresser. Le deuxième tableau, c'était Automne, douceur de vivre, avec pour première sous-catégorie Something Wicked This Way Come, avec pour mots-clés Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance et cauchemar. Et moi ici, j'ai lu Méduse de Martine Desjardins, dont je vous ai parlé quand même pas mal de fois, qui fonctionnait plutôt bien avec pour moi le côté enfance et cauchemar, un peu en parallèle, parce que finalement on suit ce personnage de Méduse qui est une jeune fille qui est rejetée par sa famille parce qu'elle a des yeux qui sont apparemment abominables, qui va être envoyée dans un institut où des bienfaiteurs, donc je crois que c'est 13 hommes, paient pour être distraits par des jeunes filles avec des difformités physiques, ou en tout cas qui ne sont pas dans les normes sociales acceptées, et elle va se retrouver là-bas. Il va se passer beaucoup de choses, à la fois là-bas, à la fois après, à la fois, enfin voilà, il se passe beaucoup de choses. C'était une lecture que j'ai adorée parce que pour moi c'était une très très bonne métaphore de la vie d'une femme et de des étapes à travers lesquelles on peut passer quand on est une femme, que ce soit la découverte de son corps, que ce soit le regard d'autrui qui joue beaucoup, le regard des hommes, la manière dont les hommes essaient de manipuler les femmes, les filles, essaient d'obtenir ce qu'ils veulent par divers moyens, que ce soit la culpabilité, la colère, la peur, enfin voilà. Et j'ai adoré comment Méduse se transcendait par rapport à tout ça. Je trouvais que c'était un personnage qui était passionnant. Et je vous remets en barre d'infos la vidéo où j'en parle plus longuement, si jamais ça vous intéresse, mais sachez que c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée. Deuxième sous-catégorie, c'était Poupée de souvenirs automatiques à votre service, avec pour mots-clés épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude et guérison. Et je n'ai rien lu de ce que j'avais prévu ici, puisque j'avais mis le deuxième tome du Clan des Autori de Liane Herne pour le côté amour et le côté deuil, et j'avais mis Betty de Tiffany McDaniel pour le côté guérison, je crois, et amour aussi, et émotion. Bref, je n'ai pas lu tout ça. Voilà. Troisième sous-catégorie, c'était La Dame Chouette des îles Bouillantes, avec pour mots-clés sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié. Et ici, j'ai lu les tomes 6, 7 et 8 de Frieren, donc des mangas, qui fonctionnent très bien pour le côté amitié, pour le côté magie, bien évidemment. C'est une lecture que j'ai adorée, j'adore tous les tomes de Frieren, quoi qu'il en soit. Je les trouve toujours tous, il y a toujours quelque chose dedans. Je suis jamais déçue par un tome de Frieren, je ne m'ennuie jamais. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose à retirer. Et c'est un manga qui pour moi est vraiment hyper fort, hyper puissant, hyper important, et qui a beaucoup marqué ma vie de lectrice cette année. Et que j'ai hâte de continuer, j'ai hâte d'avoir la suite. J'adore Frieren, je vous le recommande vraiment. Quatrième sous-catégorie, c'était la loi fondamentale de l'échange, l'équivalent, donc c'était faire une LC. J'ai lu avec Pénélope Passing Strange d'Hélène Clagès, qui est ce livre qui va parler de femmes lesbiennes dans les années, je ne sais plus du tout, 70 peut-être, je ne sais plus où, c'est chaud, aux États-Unis, mais je sais plus où, mais bref, c'est pas forcément ça qui est le plus intéressant. C'était une très bonne lecture, c'est une lecture qui était très riche et très surprenante, je m'attendais pas du tout à ça, parce qu'il y a un peu de magie, et j'ai beaucoup aimé cette lecture, j'ai beaucoup aimé le début que j'ai trouvé génial. Il y avait, en fait finalement pour moi le défaut de cette lecture, c'est qu'elle était un peu trop courte et que j'aurais aimé plus de développement. C'est une lecture qui permet de parler en fait de la condition d'une femme lesbienne aux États-Unis
dans ces années-là et ce que ça impliquait, les dangers qu'on courait quand on était une femme lesbienne, ou en tout cas, au-delà du fait d'être lesbienne, une femme qui s'habille en homme. Et ça parle de plein de choses, c'est génial, les relations sont intéressantes. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses et finalement, c'était juste trop court. On avait juste envie d'avoir plus de développement sur les relations et voilà. Donc j'ai beaucoup aimé, je vous recommande si vous avez envie d'un roman qui parle d'homosexualité dans un contexte assez presque contemporain en autre, mais pas tout à fait, et qui en parle plutôt bien, je pense. Tentez peut-être Passing Strange, ça se lit super vite. C'est vraiment très chouette. Là, le troisième tableau, c'était Automne des bois et au-delà, avec comme première sous-catégorie Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes, référence à Mémoire de la forêt, avec pour mots-clés animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide et guide. Et ici, j'ai lu en tout cas, j'ai lu Du thé pour les fantômes de Chris Kisevic. Du thé pour les fantômes, pareil, j'en ai tellement parlé que je ne sais pas si c'est nécessaire d'en reparler. En tout cas, je vais vous la faire très courte. On va suivre au début le personnage de Félicité, qui est une femme qui a une quarantaine d'années, je crois, au début, et qui est passeuse de fantômes. Donc grâce à l'aide du thé, elle aide les fantômes à passer de l'autre côté, enfin voilà, je ne sais où, mais en tout cas de l'autre côté. Et ce qui va se passer assez rapidement, c'est que sa mère va décéder et que sa mère, malheureusement, n'a pas pu passer de l'autre côté puisqu'elle est morte alors qu'elle n'avait pas fini ce qu'elle avait à dire. Donc, Félicité sait que sa mère erre quelque part sur Terre et elle va appeler sa sœur jumelle qui s'appelle Agonie et qu'elle n'a pas vue depuis bien 20 ans, je pense. Et avec qui elles se sont, enfin en tout cas toutes les deux se sont fâchées très fort et donc Agonie va revenir et elles vont d'une part se retrouver, peut-être régler des choses du passé aussi et en même temps eh bien apprendre des choses sur le passé de leur mère en fait dont elles ignoraient tout et le passé de leur famille de manière générale et ça parle d'énormément de choses, ça parle de tout ce que vous pouvez imaginer d'après le résumé que je viens de vous faire. Et c'est très bien écrit, c'est hyper pointu, la plume est très belle. La narration, moi c'est une narration que j'apprécie parce qu'on a ce narrateur extérieur extérieur à la famille, etc., à qui on fait le récit de tout ça et qui nous le fait à nous. Donc il y a cette espèce parfois de narration qui permet une prise de distance par rapport à ce qui se passe, ou parfois aussi un peu de légèreté dans quelque chose qui est très dur, parce que ça reste très très dur, notamment en termes de thématiques autour de l'enfance, c'est assez dur parfois, et ce narrateur permet de mettre cette distance qui n'est pas malvenue selon moi. Donc c'est une lecture que j'ai adorée, que j'ai trouvée de très grande qualité, et dont on reparlera je pense dans mon bilan de 2023. Deuxième sous-catégorie, c'est Légende de la hache noire avec pour mots-clés médiéval chevaleresque, quête, épopée illustrée et fantasy. Ici j'ai lu Dark Rise de C.S. Pacat pour le côté médiéval, fantasy, chevaleresque, enfin tout ça, qui est une lecture que sur le moment j'ai plutôt bien appréciée et avec le recul en fait il m'en reste pas grand chose. Donc en fait on va suivre un personnage, un jeune homme qui a genre 17-18 ans, quelque chose comme ça, qui s'appelle Will, je crois, je suis même plus sûre, et qui dès le début est traqué, est en fuite et va être aidé par une jeune femme qui a priori spontanément ferait plutôt partie du clan ennemi et tous deux vont lier une amitié et plein de choses vont se passer, ils vont devoir, ils vont se retrouver tous les deux à lutter contre le retour du mal absolu. Ça a un côté très manichéen, ça a un côté assez la roue du temps par certains aspects, par le côté artefact, enfin il y a quand même quelque chose un peu de cet ordre-là. Il y a aussi ça fait beaucoup penser aussi à Prince Captif. Alors on me dira c'est normal, c'est la même autrice, mais il y a plein de choses qui faisaient penser à Prince Captif. C'est plutôt sympa et en fait tout du long j'ai bien aimé, mais en fait la fin m'a un peu déçue, si vous voulez. La fin de ce premier tome m'a un peu déçue et j'ai pas forcément envie de savoir la suite. Donc je pense que je vais en rester là pour ce livre. C'était pas une mauvaise lecture, mais juste voilà, vous voyez, après réflexion finalement, pas plus que ça non. Troisième sous-catégorie, c'était La mélodie infernale de la corne de chasse, avec pour mots-clés monstres, créatures, wyrm, expédition et aventure. Ici j'ai lu Le parfum de l'impératrice de Leslie Tanguy pour le côté créature, expédition, aventure, puisqu'on va suivre une jeune femme qui vit sur une île qui s'appelle l'Archipel et en fait c'est un espèce de post-apo steampunk avec c'est un post-apo steampunk où finalement les gens ont perdu toute la technologie ou quasi et donc c'est pour ça qu'il y a ce côté steampunk. C'est plutôt bien pensé et on va suivre le personnage de Nimue qui est apprenti dans l'art du thé qui va vouloir absolument relever le défi donné par l'empereur, à savoir créer un parfum pour l'impératrice et à l'aide d'un jeune homme chimiste, ils vont partir à l'aventure. Sur un bateau et dans des contrées sauvages et lointaines, puisque personne ne part jamais de l'île parce que c'est hyper dangereux.
depuis que les eaux ont monté, et on va suivre en parallèle tout ce qui se passe sur l'île avec a priori un complot contre l'empereur. C'était sympa, c'est un young adult, ça a le bénéfice d'aborder pas mal de thématiques en sous-texte assez engagées autour de l'écologie, autour des femmes, du corps des femmes, etc., qui était plutôt chouette, mais à la fois c'est un premier tome qui est assez introductif, où en fait il se passe plein de choses, mais on n'a pas l'impression que ça fait vraiment avancer l'histoire. Donc finalement, ce que je peux vous en dire, c'est que j'ai été accrochée, j'aimerais bien lire la suite, je serais curieuse de continuer cette saga, parce que ce premier tome m'a bien accrochée, mais m'a aussi un petit peu frustrée, donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. J'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé l'ambiance qui était développée, mais c'est vrai que j'avais l'impression que sur ce premier tome, ça avançait très très peu. Donc à voir avec la suite, je ne sais pas, je ne sais plus si c'est une duologie ou une trilogie. Je crois que c'est une duologie, mais à vérifier. En tout cas, c'était assez intriguant et assez différent pour du young adult de ce qu'on a l'habitude. Dernière sous-catégorie, c'était Rocket Raccoon on the Run. Et ici, on avait les mots-clés mutation, expérience scientifique, SF, chasseur de primes, gardien et galaxie. J'ai lu Swansong de Robert McCammon, j'ai lu la première partie de Swansong. Pour le côté mutation, pour le côté que je pensais peut-être un peu plus expérience scientifique, au final peut-être pas, je ne sais pas, je l'ai pas fini, donc on verra, mais en tout cas c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, qui est assez vieillotte, mais qui est un très bon post-apo, et on suit les personnages, un peu les survivants, hein, donc le peu de gens qui survivent, et cette espèce de besoin que ressentent tous les personnages de se déplacer et de continuer droit devant quoi qu'il arrive, sans savoir où ils vont, sans savoir qui est en vie, qui ne l'est pas, puisqu'on est directement après en fait cette explosion. Et c'était génial, c'était violent, c'était dur, mais c'est aussi très bien fait. C'est en fait hyper addictif, c'est-à-dire que c'est pas le roman le plus profond que j'ai lu, hein, voilà, c'est pas celui qui a le plus de thématiques engagées que j'ai pu lire, mais c'est addictif, c'est bien écrit, c'est intéressant, les personnages sont assez attachants et assez nuancés, et j'ai beaucoup aimé cette lecture, j'aimerais beaucoup le terminer, puisqu'en VO, ça n'est qu'un seul livre, et que Monsieur Toussaint Louverture l'a coupé en deux, donc j'aimerais bien terminer ça avant de trop oublier, mais on m'a dit en commentaire assez récemment qu'a priori, il y avait une ellipse de quelques années au début du deuxième, donc ça avait été plutôt bien coupé. Donc voilà, je vous en reparle dès que j'ai terminé. Il est temps de passer au dernier tableau qui était donc Automne rayonnant avec comme première sous-catégorie Will Always Find a Way avec pour mots-clés Christophe Facette, singularité, diversité, inclusivité et feel good. Ici, j'ai lu Femme, race et classe d'Angela Davis, pareil, dont je vous ai très longuement parlé en défi lecture, je crois. Je ne sais plus, je ne suis plus sûre. Bref, je vous remettrai la vidéo, qui est un essai sur, en fait, les États-Unis, le féminisme, et finalement l'intersectionnalité des luttes, puisqu'on va parler de la fin de l'esclavagisme, de la guerre de sécession et d'après l'esclavagisme, et de comment finalement le féminisme, les luttes antiracistes ont pu se mêler et parfois ne pas se mêler justement. Donc c'est en fait les bases de toutes les luttes racistes et féministes que nous on connaît actuellement. C'est la base de notre féminisme à nous, hein, puisque c'est là-bas, c'est aux États-Unis que c'est né, que le mot est né et que la cause est née concrètement, et ça a été repris ensuite en France, et c'était passionnant parce que c'est la base, comme je vous disais, de tout ce que nous on connaît maintenant, sans savoir que ça vient de là. On parle de personnages hyper importants dans les avancées des causes, que ce soit socialiste, que ce soit, enfin voilà, vraiment toutes les causes, hein, les pauvres, les femmes, les noirs, voilà, et de comment le capitalisme est le grand ennemi à abattre, et c'est finalement la conclusion de tout ça, mais ça ne spoil pas grand chose parce que finalement c'est plus le chemin qui est intéressant que la conclusion. Je vous laisserai découvrir ce livre qui était absolument passionnant, qui était intelligent, et j'ai trouvé qu'Angela Davis avait une posture qui était géniale parce que elle ne prend pas parti, elle est très observatrice de ce qu'elle dit, elle donne des faits, et elle est assez observatrice, et elle a cette volonté de ne pas rabaisser les autres femmes, même celles avec lesquelles elle n'est pas d'accord, même les femmes blanches féministes racistes, elle les appelle mes sœurs, elle est vraiment dans quelque chose de très positif dans la démarche que j'ai absolument adoré, que j'ai trouvé passionnant, que je vous recommande de découvrir parce qu'il y a beaucoup de choses, je suis persuadée, que vous ignorez, notamment sur les politiques de stérilisation des femmes noires et des femmes hispaniques aux États-Unis. Donc bref, vraiment beaucoup de choses passionnantes, intéressantes à découvrir et vraiment très importantes. Deuxième sous-catégorie, c'était l'esprit indomptable de Jo March, et ici les mots-clés étaient place des femmes, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre et écrivaine. Ici j'ai lu Pénélope Renditac de Claire North en lecture commune avec Pénélope, Natcha et Meline, le Pandarou qui lit, et je crois aussi qu'il y avait Coralie, si je dis pas de bêtises, j'espère que j'oublie personne. C'était une très bonne lecture, pareil, j'en ai beaucoup parlé, j'ai adoré.
J'ai adoré cette lecture, j'ai adoré la plume, j'ai adoré le parti pris de Claire North sur la manière dont elle racontait les choses, sur sa narration, sur la narratrice en elle-même, sur le côté où finalement c'est justement pas une épopée, ça ne veut pas être une épopée puisque c'est du point de vue des femmes, du point de vue de Pénélope notamment, qui ne vit pas une épopée, qui vit dans cette espèce d'ambiance constamment tendue et difficile à gérer, parce que à partir du moment où la guerre de Troie est terminée et qu'Ulysse ne rentre pas, les jeunes hommes des environs considèrent que Pénélope doit se remarier, et donc elle vit en tension permanente pour réussir à tout faire tenir cette espèce de château de cartes, et elle n'est pas franchement beaucoup aidée, je trouve, notamment pas du tout par son fils. Et on va parler de sororité, on va parler d'entraide, on va parler de tactique, on va parler de personnages totalement oubliés dans les mythes antiques. Et c'était génial, c'était bien écrit, c'était intelligent, c'était incisif. Enfin, franchement, l'écriture de Claire North, pour moi, c'est une pépite absolue. J'ai tellement envie de tout découvrir ce qu'elle a pu écrire. J'adore. J'ai adoré Pénélope Renditak. Pour moi, c'était très très bon. Et oui, on parle de femmes en colère. Oui, il se passe pas grand-chose parce que c'est un roman de l'attente. C'est beaucoup de politique, c'est beaucoup... Enfin, en fait, je pense que il y a une espèce d'amalgame qui s'est créé dans l'esprit de plein de gens sur si on sort un relié avec un jaspage, ça va être de la romantaisie ou ce genre de choses. Et ben pas forcément, et voilà, et c'est pour ça qu'il a, en fait, je pense, déplu à beaucoup de gens parce que les gens n'avaient pas les bonnes attentes par rapport à ça. Bref, excellente lecture, j'ai adoré. La dernière sous-catégorie, c'était Schul Rune Morin. Donc ici, il fallait lire des livres autour de l'Irlande du petit peuple, mythes et légendes celtes, nature writing et vers, et j'ai lu Le nouveau cabinet des fées de Louis Bâtissier, dont je vous ai très longuement parlé, donc l'édition collector qui a ressorti il y a, j'allais dire récemment, mais c'est pas du tout récent, Les moutons électriques, enfin c'est dans l'année, mais c'est pas si récent que ça, que j'ai adoré. Ça regroupe 5 contes, je crois, qui sont des contes écrits post-révolution française, donc avec une vision et un parti pris assez différent de ceux à quoi on peut avoir l'habitude dans les contes de fées. C'était très intelligent, c'était assez vif. J'ai beaucoup aimé la manière dont les femmes étaient représentées, beaucoup moins bêtes et naïves qu'habituellement. J'ai beaucoup aimé la remise en question des princes charmants. J'ai beaucoup aimé aussi la remise en question des nobles et des riches qui étaient remis à leur place. Et c'est pour ça que je vous dis que ça sent la post-révolution. C'était très différent de ce à quoi on a l'habitude. Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intelligent, très intéressant et suffisamment différent pour l'utiliser comme point de comparaison peut-être avec des contes un peu plus classiques. Pareil, je vous remets en barre d'infos les endroits où j'en parle si vous voulez en savoir plus. Voilà, c'est tout, j'ai parlé une demi-heure. Je pense que je vais finir complètement avec l'impression d'avoir des marteaux dans la tête à force de m'entendre parler, donc je ne vais pas beaucoup plus traîner. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous les avez appréciés, ou si certains vous font envie, ou si jamais vous avez des recommandations spontanées qui vous viennent par rapport aux livres que j'ai appréciés. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Et puis voilà, je vous laisse pour le moment. Je vous reprendrai ce soir pour conclure ce vlogmas, puisque là, il va être l'heure pour moi d'aller à la piscine, et voilà. Donc on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, il est assez tard, on se fait un petit point lecture assez rapide sur Qui a peur de la mort dont je devais vous reparler, mais ça va être assez rapide, et sur ma lecture en cours, et puis on fait le calendrier de l'avant et je vous laisse, parce qu'il est plus que temps. Je vous reparle de Qui a peur de la mort assez rapidement pour vous parler des thématiques abordées principalement, parce que j'ai pas trop envie de vous en dire plus sur l'histoire, je pense que j'en ai quand même pas trop mal parlé jusqu'à présent. J'ai beaucoup aimé cette lecture, je trouvais que c'était hyper intéressant, parce que l'autrice parle de beaucoup de choses qu'elle n'a peut-être pas expérimentées elle-même, en tout cas je ne l'espère pas, je ne pense pas, mais je pense qu'ils lui sont chers et qui font partie aussi de sa culture, puisqu'il me semble que son père, à minima, peut-être ses 2 parents, étaient d'origine nigériane, et ça parle pas mal des croyances en fait liées à la culture de ses parents, et peut-être sûrement aussi à la sienne, de par son éducation, et c'était très chouette. Je pense notamment aux femmes présentes dans ce livre qui sont hyper intéressantes parce qu'elles baignent dans une culture ultra patriarcale, ultra dure, assez violente avec elles, mais qu'on est avec des personnages qui sont ultra autonomes, qui sont ultra fortes, qui arrivent à prendre tout l'espace qu'elles peuvent pour exister, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les représentations féminines dans ce livre, que ça soit le personnage principal qui s'appelle Onyewonsu, si je dis pas de bêtises, et que ce soit sa mère aussi. J'ai adoré sa mère. On la voit trop peu à mon goût, mais j'ai adoré sa mère.
Et on a un personnage dans le livre qui s'appelle Harrow, qui est un sorcier, qui représente hyper bien ça, et qui représente aussi hyper bien l'évolution des mentalités, puisque le sorcier Harrow eh bien, est l'homme type misogyne au possible, pour plein de raisons, et que c'est aussi un homme qui va être obligé de se rendre compte de l'évidence des choses et d'évoluer. Et c'était très intéressant. Tout cet aspect autour des relations hommes-femmes, autour du patriarcat, du sexisme, de la misogynie, était quelque chose de très intéressant et qui évoluait, je trouve, d'une certaine façon. Alors peut-être pas à une échelle générale, c'était peut-être à plus petite échelle, mais c'était intéressant. L'autrice va aussi pas mal parler d'événements en rapport avec la guerre du Soudan. Pas citées de manière explicite, mais de choses dont elle a entendu parler, et sont quand même assez connues, et de manière qui sont vraies dans toutes les guerres qui existent. C'est-à-dire qu'elle va parler de génocide, elle va parler de guerre, de crimes de guerre, de crimes de guerre aussi envers les femmes, beaucoup, d'où les trigger warnings puisqu'il y a cette volonté d'extermination d'une population via le viol qui est perpétrée de manière systématique. C'est des choses qu'on voit dans toutes les guerres, c'est des choses qu'on peut voir à l'heure actuelle, je pense, de manière très concrète encore à l'heure actuelle en fait. Elle va aussi pas mal parler d'autre chose qui était assez intéressant, c'était ce mélange de technologie et de traditionnalisme qui était hyper présent et qui est un point très important de son livre, assez pivot même dans le livre je dirais. Enfin ça parle de beaucoup de choses, ça aborde beaucoup de thématiques, des thématiques très dures, c'est un livre qui est plein de trigger warnings, je pense que vous le savez, je vous l'ai assez dit, je pense que n'importe qui l'a lu vous le dira, c'est très violent, c'est très dur. Mais c'est aussi hyper important en fait. Elle se concentre sur les victimes. J'ai beaucoup aimé l'aspect magie parce que c'était clairement tiré de culture pas occidentale, de culture, je pense principalement nigériane, mais j'en suis pas sûre et l'autrice ne précise pas forcément. Et c'était très chouette parce que je pense par exemple typiquement aux mascarades qui sont pas du tout des choses, en tout cas à ma connaissance, qu'on a dans nos cultures occidentales et qui sont hyper intéressantes et qu'on peut connaître, qu'on peut avoir vu passer ou dont on peut avoir entendu parler. Et elle en parle pas mal. Enfin bref, c'est un livre qui est très riche, qui est très dense, qui est assez perché par moments. La fin est assez brouillon, mais c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal, je trouve, chez Nnedi Okorafor. Dans Sankofa, c'était pareil. On avait cette fin qui était pas très claire en fait et qui n'était pas évidente, mais je pense que c'est clairement un parti pris de l'autrice et c'est sa façon de faire et c'est quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant. Je ne pourrais pas beaucoup plus développer parce que je ne suis pas concernée et que ça parle de beaucoup de choses que je ne maîtrise absolument pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un livre qui est essentiel dans la mesure où il parle de tout ce dont j'ai pu parler précédemment, donc tout ce que j'ai pu évoquer, et parce que ça met un petit peu les choses, ça vous met les choses en face, ça vous fout une claque, c'est dur, mais ça remet les choses à leur place et ça vous remet les yeux en face des trous et ça ne vous sort de votre confort entre guillemets de personne occidentale privilégiée qui vit très loin de tout ça et je dis pas qu'on vit pas d'autres types de violences surtout en tant que femme, mais malgré tout c'est pas du tout la même chose et c'est important d'en parler. Donc pour moi très très bonne lecture, vraiment très addictive, qui se lit très bien dans la mesure où lire des choses violentes se lise bien, on s'entend, mais c'était vraiment hyper intéressant et j'ai beaucoup aimé. Je vous le recommande avec toutes les précautions que vous pouvez imaginer concernant les trigger warnings. Pour parler d'une lecture un petit peu plus légère, j'ai avancé donc Emblème, le tome 1, le cercle des géographes d'Ina Ciel, que j'ai reçu en service de presse de la part de Nemos, enfin c'est Naos mais c'est Nemos qui gère, et j'ai lu une centaine de pages, j'ai lu 10 chapitres, ce qui représente un quart à peu près, un petit peu plus d'un quart, pas tellement plus, mais voilà. Et c'est très chouette, j'aime beaucoup. Je vais vous parler des points plus négatifs en premier, puis ensuite des plus positifs, mais les négatifs ne sont pas des vrais négatifs pour le moment, parce que c'est le début et que c'est probablement normal que je ressente ça. Mais j'aimerais bien avoir votre avis si vous l'avez lu. Je trouve que finalement, dans les seules choses un petit peu, enfin négatives, c'est même pas le mot, mais un peu flou encore pour moi, j'ai du mal pour le moment à comprendre quelles sont les règles sociales qui régissent cette histoire. Donc on est dans cette espèce d'univers où en gros ils habitent sur Naturalia, donc ici, et il y a ces petites îles ici, et on a Exotica ici, donc eux ils sont ici.
Et en fait, il y a une espèce de fonctionnement sur tout cet univers où il y a des échanges, et principalement des échanges autour de la science et des sciences naturelles. Et le personnage féminin principal, qui s'appelle Cécilie, a pour ambition d'épouser un noble pour réussir à obtenir la marque de noblesse qui lui permettra de partir de Naturalia et de rejoindre, je crois que c'est Exotica du coup, je suppose, où elle a entendu dire que les femmes sont considérées comme l'égale des hommes, que les femmes peuvent divorcer sans que ce soit un problème, enfin bref, où il y a en gros une très grosse liberté pour les femmes, ce qui n'est pas du tout le cas de là où elle habite, où les femmes sont soumises aux hommes, on est dans un système patriarcal classique, bref, donc son objectif c'est de partir. Et finalement, ce que je reproche un petit peu pour le moment, mais on n'est qu'à 100 pages, donc à voir par la suite, c'est que les règles sociales sont assez floues. C'est-à-dire que il va se passer des choses qui font que ça a l'air souple d'un côté, et en même temps, ben, c'est pas dans les propos, en fait, dans les faits ça a l'air souple, et dans les propos ça n'a pas l'air de l'être. Donc je suis un peu déstabilisée par ce côté qui est pas forcément encore pour le moment très bien expliqué des règles de ce que peuvent faire les individus ou pas, ce que peuvent faire les femmes ou pas. Enfin, voilà, il y a quelque chose d'un peu flou de ce côté-là. Ceci étant dit, ça n'est pas quelque chose qui me dérange non plus, franchement. C'est plus pour vous donner mon ressenti à 100 pages de lecture. C'est pas non plus extrêmement dérangeant parce qu'on est sur une très bonne plume qui se lit très bien. Moi, j'aime beaucoup l'écriture de l'autrice. Je trouve qu'elle est assez fluide, assez travaillée, sans être trop complexe. Ça se lit très bien, c'est très compréhensible. Je trouve qu'on a un vrai travail sur les personnages, typiquement le personnage masculin d'Ereb, donc qui est, on pourrait dire, j'allais dire le love interest, pas tellement, mais en tout cas l'homme qu'espère épouser Cécilie est hyper intéressant parce que il est dans l'expression de ses émotions, de ses sentiments, de ses ressentis, et qu'il n'est pas du tout représenté comme le mâle alpha qui a des blessures intérieures mais qui se cache derrière un masque voilà, de froideur. Enfin, typiquement tous les portraits masculins qu'on a l'habitude de voir avec ces hommes qui sont mystérieux et pas très sympas, mais en fait c'est parce qu'ils ont une faille au fond. Et là pas du tout, il expose assez facilement ses émotions. Et c'est quelque chose que je trouve très positif et très intéressant parce que c'est un autre portrait masculin. Et ça change, et c'est plaisant. J'aime beaucoup le personnage de Cécilie aussi parce qu'elle est assez rentre-dedans. Elle n'est pas décrite franchement pour son physique, on ne s'intéresse pas franchement à son physique, ce qui est une bonne chose à mon sens, et parce que finalement c'est sa force de caractère qui est mise en avant et qu'elle n'est pas non plus trop cliché. Le cliché n'est pas poussé trop dans ce sens-là. Ça veut dire qu'elle sait ce qu'elle veut et elle œuvre pour ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, moi en tout cas, me paraît compréhensible et assez juste. Elle veut vivre dans un monde où elle serait l'égale des hommes, ce que je comprends totalement et ce que j'approuve. Et pour ça, elle est prête à faire ce qu'il faut, en fait, même si ce qu'il faut, bah, c'est pas la solution qu'elle aurait aimé suivre. Parce que voilà, ça implique de se mettre sous le joug d'un homme, etc. Mais elle est très claire sur ses intentions, elle est très claire avec des personnages, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'aime bien ce personnage, je la trouve intéressante, vraiment, et j'ai hâte de voir où ça va aller parce qu'on sent bien, et j'espère bien, que les deux personnages principaux vont nouer une relation. Alors, je dis pas que je souhaite qu'ils tombent forcément amoureux, même si, voilà, c'est pas non plus exclu, mais en tout cas qu'ils nouent une relation de complicité et une véritable relation, ça serait vraiment très chouette, et je pense que c'est là où on va aller tranquillement. Voilà, pour le moment c'est une relation en tout cas déjà d'honnêteté, ce qui est plutôt intéressant. J'aime aussi beaucoup le côté un petit peu science naturelle, cabinet de curiosité, un peu glauque comme ça, qui existe et qui crée quelque chose d'un peu particulier, un peu différent de ce à quoi on a l'habitude, je trouve, en young adult. C'est quelque chose que je trouve très bien fait, avec le personnage d'Ereb d'Aigre-Mort qui crée des espèces de chimères à partir d'animaux. C'est un peu particulier dit comme ça, mais c'est plutôt bien fait, c'est plutôt intéressant. J'aime aussi beaucoup le côté manoir, mystère, enfin c'est quelque chose que je trouve assez bien réussi. Je trouve que l'autrice gère très bien l'ambiance, c'est agréable. Et chose que j'apprécie particulièrement et que je tiens à noter, c'est l'entraide au sein de la famille d'Ereb. C'est-à-dire que Ereb a deux sœurs, deux sœurs aînées je crois d'ailleurs, qui sont toutes les deux trop mignonnes et qui veulent aider leurs frères et qui
sont vraiment dans quelque chose de très positif. Et même par rapport à Cécilie, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose de très positif. Il n'y a pas de compétition entre femmes, il n'y a pas de sales enjeux entre femmes, et il y a beaucoup de femmes, puisqu'on a Cécilie, on a sa cousine, on a les 2 sœurs d'Ereb, et on a la mère d'Ereb. Donc ça fait quand même 5 femmes pour un homme. Alors on croise d'autres hommes, mais ils sont très tertiaires. Et c'est chouette, et ça se crêpe pas le chignon, et c'est pas là pour ça. Cécilie et la mère d'Ereb sont au début pas très copines, mais pour des raisons compréhensibles, et c'est pas du jugement de femme à femme en fait. C'est plus du rapport de mère qui veut protéger son enfant à jeune femme qui débarque là, enfin voilà. Et c'est plutôt, franchement, c'est quelque chose que je trouve très appréciable. Vous aurez compris, je pense, que mon premier avis à un quart de lecture est très positif. Je suis vraiment agréablement surprise par toutes les différences qu'on peut trouver dans ce livre. Et quand je dis ça, c'est dans le sens où on ne démarre pas sur un cliché du young adult, pour moi, et c'est quelque chose d'appréciable. Je trouve qu'en fait, l'autrice a réussi à reprendre des clichés et à en faire autre chose, et c'est plutôt pas mal. Donc pour le moment, c'est une très bonne lecture. Ça aurait très bien fonctionné à Halloween. Je ne l'ai pas lu à Halloween, mais ça aurait pu fonctionner. Et je vous en reparlerai, je vous dirai quand j'aurai avancé. Je ne sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir avancer parce que demain, je dois préparer l'arrivée de mon frère et ma mère, mais je vais essayer quand même d'avancer un petit peu ça. Voilà, vous savez tout pour mes lectures. On va donc passer au calendrier de l'Avent et je vais aller me coucher. Le calendrier de l'Avent aujourd'hui, c'était... Est-ce que vous avez d'autres passions? Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres passions? Donc, moi, en l'occurrence, j'ai 1500 autres passions puisque je suis une personne qui est un petit peu monomaniaque et qui, quand je me lance dans un truc, je vais avoir tendance à me lancer à 100%, à vouloir tout savoir, tout comprendre, faire ça à fond, jusqu'au moment où brusquement ça va me lasser et je vais passer à autre chose. Donc j'ai des passions qui vont, qui viennent. Il y a le crochet par exemple, qui va, qui vient, qui en général arrive en automne et repart assez rapidement. Et je peux passer des soirées entières à ça et chercher des patrons hyper compliqués, des dizaines de vidéos qui expliquent comment faire tel point ou tel point. Le tricot pareil, il y a les plantes aussi d'intérieur. Je me suis pas mal calmée, j'en ai gardé un nombre beaucoup plus raisonnable que ce que j'ai pu avoir à un moment parce que ça avait pris des proportions assez importantes. Il y a le dessin aussi, fonctionne par phase. J'ai eu aussi ma phase de coloriage. J'ai adoré faire du coloriage. D'ailleurs, j'en ai plein là si vous voulez. Je peux vous montrer ce que j'avais fait hein, parce que je sais que plein de gens aiment le coloriage, donc je peux totalement vous montrer. Voilà, typiquement, le genre de truc que j'ai pu faire pendant des soirées entières, des heures et des heures et des heures. Voilà. J'ai fait ça pendant... Vous ne pouvez même pas vous imaginer le temps que j'ai pu passer à faire tout ça. Est-ce que j'en ai un? Je sais que j'en avais que j'aimais particulièrement. Et alors, en plus, comme je suis un peu, comme je vous disais, monomaniaque, je l'ai fait dans l'ordre. Hein. J'ai fait tout le début dans l'ordre, un par un. Ah, celui-là, je l'aimais bien. Il était joli. Voilà. Donc, voilà, vous avez une petite... Ah si, celui-là, mon préféré. Mais parce que c'est un de mes personnages préférés de chez Disney. Oui, j'avais mis des papiers parce que c'est du crayon de couleur. C'est elle, mon personnage préféré de chez Disney, ma méchante préférée. Pinocchio. Enfin bon, voilà. J'ai fait ça avec mon fils hein, pendant un moment aussi. Quand il avait envie de faire ça avec moi, on faisait ça tous les deux. Et je rattrapais derrière, puisqu'à l'époque, il était assez petit. C'était il y a... Ça, j'ai dû commencer ça il y a peut-être 5 ans. Voilà, typiquement le genre de délire que je peux avoir sur une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et qui passe, et qui revient. Et c'est chouette, j'aime bien ça. Parce que je fais ce que j'ai envie sur le moment. Si sur le moment j'ai envie de faire une soirée de 5 heures de coloriage, et ben je vais faire ça, ça va me faire du bien. Si j'ai envie de faire ça pendant 2 semaines, et ben je vais suivre mon envie, et quand j'ai plus envie de le faire, ben je passe à autre chose. Et ça a un peu toujours fonctionné comme ça, depuis que je suis petite. Soit, sur ce, je vais maintenant vous laisser parce que cette vidéo va être très longue et que je n'ai pas envie qu'elle dure non plus 1 heure. Donc on va voir ce que je vais faire au montage pour couper et rendre ça digeste pour vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez des autres passions que la lecture, quelles sont-elles? Est-ce que vous êtes du genre à avoir une passion très fixe et qui dure dans le temps, ou est-ce que vous êtes comme moi très versatile et que ça change et que ça passe? Ça m'intéresse, je trouve ça toujours très intéressant de voir la manière dont chacun fonctionne. Je vous remercie encore une fois pour votre présence au quotidien. Je vous remercie pour tous vos gentils messages. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite plein de très belles lectures. Je vous fais de gros bisous et on se dit à demain pour un nouveau Vlogmas. Bye bye!